Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Mesdames, Messieurs, bonjour. En visite à Kigali le 27 mai dernier, Emmanuel Macron n'a pas présenté des excuses de la France au Rwanda du fait de son rôle, du rôle présumé de Paris dans le génocide des Tutsis de 1994. La France n'est pas complice, mais elle a un rôle, a-t-il déclaré, évoquant ensuite le devoir de reconnaître la part des souffrances infligées au peuple rwandais en faisant évidemment trop longtemps prévaloir le silence sur l'examen de la vérité. Après 27 années de distance amère entre Paris et puis Kigali, les mots d'Emmanuel Macron ont été donc salués par le président rwandais Paul Kagame comme ayant donc plus de valeur que les excuses. Les associations de rescapés exilés attendaient de leur côté pourtant des excuses publiques de la part de Paris. Une demande confortée notamment par le rapport des historiens rwandais et puis français qui ont donc conclu que la France avait des responsabilités lourde et accablante du fait de sa politique de soutien au régime de Hutu. Ce discours d'Emmanuel Macron au Rwanda met-elle définitivement fin à la brouille entre les deux pays? Mesdames et messieurs, c'est la question en débat au cours de cette émission. Avec mes invités déjà en plateau, Emile Guérin, bonjour. Bonjour, monsieur Landry. Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes consultant en communication et gestion des crises. Merci d'être sur le plateau. En face de vous, Alphonse Moïse Soudé, bonjour. Bonjour à vous, chers confrères. Vous êtes vous, journaliste, analyste politique. Merci également d'accepter notre invitation. C'est moi. Voilà, petit rappel des faits. On était donc le 6 avril 1994. Évidemment, alors que le président rwandais, qui est donc Hutu, Juvenal Habyarimana, rentrait donc à Kigali à l'atterrissage. Son avion a été donc touché par 2 missiles qui plus tard se révéleront donc des missiles russes. C'était donc le début, il faut donc le rappeler, de ce génocide. Paul Kagame, lui qui est donc Hutu, s'est emparé, disons, dans ce imbroglio du pouvoir. Il s'est donc installé bénéficiant du soutien de plusieurs pays tels que l'Ouganda. On en était là, puisqu'il faut, en tout cas plus tard, essayer donc de situer les différentes responsabilités. Après donc une plainte, la justice parisienne a été donc saisie. Et puis en 2006, c'est le juge Jean-Louis Bruguier qui évidemment rend donc un rapport et qui demande, j'allais dire, des poursuites, qui accuse, j'allais dire évidemment, le président Paul Kagame d'être donc à l'origine de cet attentat, notamment de la mort de Juvenal Habyarimana. Kigali qui décide donc de rompre, disons, ses relations diplomatiques avec évidemment Paris en 2008. Changement total dans le pays qui intègre d'ailleurs la Commonwealth désormais avec l'adoption de l'anglais comme langue officielle. On en était là, Paris qui de son côté a voulu donc un peu rétablir les faits, j'allais dire les relations diplomatiques avec Kigali. Nicolas Sarkozy lui a tenté donc un début, mais ça n'a pas marché. Sous Hollande, François Hollande, le président français François Hollande, ça n'a pas aussi marché, mais depuis lui son arrivée donc à l'Élysée, Emmanuel Macron a décidé pratiquement donc d'enterrer, j'allais de rétablir ses relations. Il était évidemment donc au Rwanda, c'était le 27 mai dernier avec ce discours. Chers invités, Alphonse Moïse Soudé, un discours qu'il a donc tenu pour dire la France de son côté a des responsabilités, mais en tout cas elle n'est pas complice. Pour vous suffisant, est-ce qu'on joue, en tout cas pour vous, sur les mots à travers ce discours? Non, je crois que le président français, à mon avis, n'est pas sincère. Parce que quand vous reconnaissez vos responsabilités, c'est que ça veut dire que quelque part vous avez été complice. Parce que la France a protégé certains génocidaires. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, la France se trouve au pied du mur. Parce que économiquement, le Rwanda est un modèle en Afrique. Et la France a envie de faire des affaires avec le Rwanda. Et pour faire des affaires avec le Rwanda, il faut d'abord reconnaître ce qu'on vous reproche. Parce que ce rapport-là a été tronqué. Maintenant, la vérité, Kagame l'a dit, après tout, les faits sont têtus. C'est-à-dire que vous avez beau faire tout ce que vous voulez, les faits vous rattrapent. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas reconnaître la responsabilité de la France sans présenter des excuses. En 100 jours, il y a plus de 800 000
personnes tuées. Officiellement. Donc ça, c'est ce qu'on connaît, mais le reste, on ne connaît pas. Je crois qu'on a joué sur les mots. Parce que, bon, en 2017, ils se sont déjà vus, c'est là que Macron a commencé par jeter les jalons du retour du Rwanda dans la francophonie. Mais aujourd'hui, vous savez qu'économiquement, le Rwanda est un pays de référence. Économiquement, le Rwanda a un poids sur le circuit africain. Donc, on a voulu refaire les affaires avec le Rwanda, mais on refuse de présenter les excuses. Vous allez voir que les parents des victimes exigent cela. Vous ne pouvez pas reconnaître votre responsabilité. Il y a contraste, quoi. C'est-à-dire que quand vous reconnaissez votre responsabilité, il y a certainement une complicité passive et par conséquent, vous devez présenter vos excuses. Parce que si vous n'aviez pas fait faux jeu, je crois qu'on aurait déjà réglé cette affaire depuis. Protéger des génocidaires, à quelle fin? Vous savez, la France n'a jamais d'amis. La France n'a que des intérêts. Si Macron a tenu ce discours, c'est parce qu'aujourd'hui, les intérêts français... Parce qu'il est venu, il n'est pas venu seul. Il est venu avec l'Agence française de développement, il est venu avec une douzaine d'opérateurs économiques. Ça veut dire qu'au même moment qu'on vient faire ce discours-là, derrière le rideau, on veut faire les affaires. Et malgré rien, on parle tout de même des conclusions de ce rapport rendu par à la fois les historiens français et puis rwandais. On parle donc de responsabilités lourdes et accablantes. La France qui estime quand même qu'elle n'est pas complice de ce génocide. Eh oui, c'est compliqué. Ce qui se passe depuis, vous l'avez rappelé tout à l'heure, ce qui s'est passé depuis le 6 avril 1994, acte qui a déclenché le génocide le plus dévastateur de l'Afrique au XXe siècle. C'est comme la Première Guerre mondiale où l'attentat de Sarajevo a déclenché la Première Guerre mondiale. Cela dit, et quand on est responsable, moi je ne sais pas, c'est peut-être un problème terminologique. Quand on est responsable, c'est qu'on a forcément quelque chose à y voir et forcément il faut présenter ses excuses quand on est vraiment responsable. Mais ce qui s'est passé... On peut estimer qu'on est responsable moralement, nous prenons peut-être notre part de responsabilité. Je suis d'accord, mais comme disent clairement, pour tel acte que la France avait commis au Rwanda à l'époque de ce génocide, nous sommes responsables. Ça n'a pas été défini. Ce qui est sûr, le président Kagame était satisfait et a dit que cette reconnaissance de la responsabilité de la France valait beaucoup mieux que des excuses et que c'était pesant historiquement. Je voudrais quand même que nous voyons les choses d'une autre manière, de façon clairvoyante, de façon perspicace, pour ne pas être des idiots utiles de ce qui se trame dans les Grands Lacs. Parce que c'est de ça qu'il est question, en fait. C'est d'une situation géopolitique. Mon cher ami Moïse Soudé a parlé du Rwanda qui est économiquement un poids et une référence. Je suis désolé. Le Rwanda produit quoi? Rien. Le Rwanda ne produit rien. Le Rwanda vole les richesses au Congo. Et les rapports de l'ONU, je ne vois rien. Non, les rapports de l'ONU, vous savez, à chaque fois que vous m'invitez ici, je me documente suffisamment, parce que c'est une chaîne quand même internationale qui est suivie et il faut mener le débat intellectuel. Je veux que nous menions un débat intellectuel et scientifique. Les rapports de l'ONU, le rapport de l'ONU. Quand il parle de richesse, il parle de l'existant, il parle peut-être des moyens par lesquels... Non, c'est pas lui seul qui le dit, tout le monde le dit. Et c'est vrai, sur le terrain, c'est vrai, on est d'accord. Mais quelle richesse produit le Rwanda? Je préfère même le Ghana qui produit. Mais tout le monde sait, mais regardez la carte du Rwanda. Il n'a aucune richesse minière. Aucune. En temps même, tout le monde comparait le Rwanda comme le Bénin qui n'avait aucune richesse et qui ne pouvait pas avoir de guerre là. Mais ce qui se passe, il faut retourner à des contextes historiques. Qu'avant 1994, c'est le FPR, donc la branche et l'armée patriotique rwandaise, dit que dirigeait Paul Kagame, qui était un Tutsi et non un Hutu, exilé en Ouganda, qui a été armé pour attaquer le pouvoir de Juvenal Habyarimana en 1990. Qu'est-ce qu'on lui reprochait? La dictature, l'autocratie, le totalitarisme, le parti unique. C'est ce qu'on lui reprochait. Aujourd'hui au Rwanda, qu'est-ce qui a changé? Rien n'a changé. Et puis, je vais vous dire, lorsque cette rébellion a été lancée en 1990, il y a eu quand même des accords. En l'occurrence, le dernier accord, des accords d'Arusha, qui faisaient la part belle aux Tutsis.
Parce qu'avant cette histoire, vous savez, les Tutsis, quand j'ai essayé de regarder la population rwandaise en 1994, elle était de légèrement 7 millions d'habitants, le Rwanda. Les Tutsis faisaient 10% de la population rwandaise. Ça veut dire quoi? Environ 700 000. Nous sommes d'accord, ça c'est les chiffres scientifiques. Mais il y a autre ethnie qui faisait 1%, les Touaregs. Et puis, l'ethnie majoritaire, c'est les Hutus, qui, pendant des années, avaient été lésés, avaient été frustrés. Et c'est les intellectuels, les Tutsis, qui dirigeaient parce que le colon pensait, enfin, c'était à coquiner avec les Tutsis. Ce n'est pas grave. Quand Juvenal Habyarimana a fait son coup d'État en 1973, il essaie de stabiliser un peu le pays. Mais ceux qui étaient exilés depuis 1962 en Ouganda ont estimé qu'il fallait revenir. Et donc quand cette rébellion a déclenché, il y a eu les accords d'Arusha qui étaient très importants. Et dans cet accord d'Arusha, il était prévu 40% des Tutsis dans l'armée rwandaise. Ce n'est pas rien. Donc la part était, bel était le fait. Oui. Mais qui sont ceux qui ne voulaient pas que cet accord d'Arusha soit appliqué? Et vous savez, comme tout le monde, le B.A.B.A. dans un crime, à qui profitait le crime? À qui profitait l'assassinat du président rwandais Ali Bongo? Mais c'est la rébellion. C'est la rébellion. On parle des Hutus et extrémistes, des Hutus extrémistes. Mais il y a aussi les Hutus modérés qui ont été massacrés. Je viens de démontrer qu'en parlant de 800 000, certaines organisations civiles vont jusqu'à 1 million, mais les Tutsis à l'intérieur ne faisaient pas 800 000. Pas du tout. Donc ça veut dire que tous les Hutus modérés qui supportaient les Tutsis ont été massacrés. Nous sommes d'accord. Et dans les accords non, j'allais dire dans les rapports, les différents rapports, il y a eu 5 enquêtes, s'il vous plaît, sur ce qui s'est passé au Rwanda. En l'occurrence, jusqu'à aujourd'hui, personne n'est capable de nous dire qui a tué Juvenal et le président Burundais avec trois Français dans l'aéropage. Qui a tué, qui a attenté à cet avion ce jour-là? Jusqu'à aujourd'hui, personne n'est capable de... Pourquoi on fait un omerta sur l'enquête sur les responsables de cet attentat? Alors Paris dit, Alphonse Maurice Soudé, oui, vous allez peut-être dire, Paris dit, nous reconnaissons notre responsabilité du fait de notre soutien, j'allais dire aveugle, je cite un peu les thèmes du rapport, j'allais dire au régime extrémiste Hutu en ce temps. Voilà un peu la description que fait Paris, disons, de ce rôle qu'elle a pu jouer. Paris a dit, le débat se fait aujourd'hui en France, s'il vous plaît. J'ai suivi Hubert Védrine, secrétaire de l'Élysée à l'époque, qui a dit non. Malheureusement, Mitterrand ne vit plus, on peut mentir sur lui. J'ai suivi l'ancien Premier ministre de l'époque, Édouard Balladur, qui a dit « Je ne présenterai pas d'excuses ». Vous me connaissez par rapport à mes critiques acerbes contre la politique France-Afrique. Donc je n'ai pas de parti pris, je n'ai pas de raison pour approuver la France. Mais ce qui se passe dans cette région de Grand Lac est extrêmement grave et qu'il faut restituer la vérité. Et donc, ce n'est pas parce que vous avez été victime de génocide que vous aviez un chèque à blanc à toutes les actions. S'il vous plaît, dans ce conflit-là, il y a eu 10 millions de victimes en République démocratique du Congo. Des femmes violées, des richesses pillées par les forces rwandaises. Pourquoi? Ils estiment que, Kagame estime que des Hutus génocidaires se sont réfugiés au Congo et qui peuvent attaquer le Rwanda à tout moment. Donc, de façon légitime, il se permet, il se donne le luxe de faire des exécutions sur le territoire congolais. Ceci étant... Vous permettez, je vois rapidement, vous allez revenir un peu sur le développement. Alphonse Moïse Soudé et Émile Guéré estimaient que le Rwanda aujourd'hui, en tout cas, quels que soient les rapports qui citent, il n'approuve pas, disons ce que vous avez dit au départ, c'est peut-être à cause de son statut aujourd'hui économique que la France a voulu un peu normaliser les relations. Pour lui, le Kigali n'est pas riche. Non, vous savez... je sais que le taux de pauvreté a baissé, l'espérance de vie a doublé, et quand vous allez au primaire, 98% des enfants sont scolarisés. Ça, c'est des indices de développement. Je suis d'accord que le Rwanda participe à la déstabilisation de beaucoup de pays, ça, nous l'avons dit sur ce plateau, mais je ne parle pas du rôle du Rwanda dans la déstabilisation des pays limitrophes, mais je parle du Rwanda, le pays Rwanda. C'est vrai que vous savez, la France ne se déplace pas comme ça. Un président qui va à Kigali, qui a déjà renoué les contacts depuis 2017,
Parce que la France sait qu'elle peut s'appuyer sur le Rwanda pour réaliser un certain nombre de projets. Ouais, le président français est allé là-bas, pas les mains vides. Il est allé avec... Vous savez, l'Agence française de développement a quitté Kigali depuis 1996. Et aujourd'hui, l'agence revient. Vous savez quel rôle cette agence-là joue dans les pays où la France décide de mettre la main sur les richesses. La France peut s'appuyer sur Kigali pour exploiter les ressources minières du Congo démocratique. Bien dit. La France, voilà. Parce que je dis, la France... Vous avez compris la situation. Oui, j'ai compris. Donc je ne dis pas. C'est ça. Le Rwanda peut avoir déstabilisé les pays limitrophes, mais je dis, le Rwanda aujourd'hui représente pour la France un pays stratégique. Oui. La France peut se reposer sur le Rwanda pour exploiter les autres pays. Mais pour le faire, il faut d'abord reconnaître sa responsabilité dans ce qui s'était passé. Parce que soutenir les autres, c'est que l'armement, les Africains ne fabriquent pas les armes. Et j'ai toujours dit sur les plateaux que ça arrange les Occidentaux, les Américains, que les Africains se tuent. Parce que eux, les armes fabriquées, il faut les vendre. Donc aujourd'hui, la France est venue faire son mea culpa devant tout le monde. Nous reconnaissons notre responsabilité, mais nous ne présentons pas des excuses. Mais vous venez quand même avec des opérateurs économiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au même moment, on a réchauffé les relations économiques, on veut réchauffer les relations politiques parce que Kagame est un homme imprévisible. Où est la façon dont il a quitté systématiquement la francophonie. Donc c'est un homme imprévisible et il faut l'amadouer. Donc la France, moi je ne dis pas que, écoute, tout le monde sait que le Rwanda n'est pas quand même un enfant innocent dans la crise des pays limitrophes. Donc moi je parle de ce qui se passe au Rwanda. Aujourd'hui, tout le monde prend comme référence Kigali. C'est vrai qu'on parle que c'est un certain nombre de... Il y a la restriction des libertés. Mais du point de vue de développement économique, quand un pays, quand le taux de pauvreté a baissé, quand au primaire... Donc vous donnez raison à certains chefs d'État qui prennent quand même pour modèle le Rwanda. C'est peut-être qu'il a raison. Mais pas au point de massacrer leur peuple, pas au point de brimer leur peuple, pas au point de restreindre les libertés. Parce qu'au Rwanda, on a dit qu'il faut, pour faire le développement, il faut limiter les libertés. Et certains chefs d'État africains imitent le Rwanda. Mais ce n'est pas le même contexte. Le Rwanda, c'est un pays de guerre, disons les choses clairement. Un pays de guerre qui se développe en volant les voisins. C'est ça. En volant les voisins. Maintenant, les autres pays qui imitent le Rwanda, ils vont voler quels voisins? Ils disposent de quoi pour voler les voisins? Donc je dis, la France est venue jouer un rôle. Vous savez que la France... quand vous lisez un peu l'histoire avec le réseau FOCA, la France a déstabilisé beaucoup de pays africains. Et pour déstabiliser un pays africain, on s'appuie toujours sur son voisin. On s'appuie sur son voisin. Donc, je dis, moi, la France est venue faire ses affaires, mais pour faire les affaires, c'est comme si on dit, bon, vous voulez récupérer votre femme, la femme demande que vous reconnaissiez votre responsabilité dans la rupture. Et je crois que la France n'est pas revenue pour que encore... il y a d'autres actions. Moi, je dis, économiquement, le Rwanda représente une référence pour la France. Le Rwanda est un levier sur lequel la France peut s'appuyer pour davantage expliquer et exploiter le Congo démocratique. Vous savez que le Congo, qu'on appelle les rébellions qui sont un peu au Congo, prennent base au Rwanda, et puis on reproche au Rwanda de continuer par déstabiliser les autres parce que la guerre profite quelque part au Rwanda. Ça permet aux Rwandais d'exploiter, sinon de voler les ressources minières et minéralogiques du Congo démocratique, qui est un scandale géologique, qui a des ressources. Donc c'est un peu bizarre qu'un pays qui n'a pas de ressources soit considéré par la France comme une référence et que la France se déplace. Donc je dis, la France veut s'appuyer sur le Rwanda pour davantage voler les autres pays. Emmanuel Guérin, il disait tout à l'heure que le président rwandais Paul Kagame est un homme imprévisible. D'ailleurs, la France ne s'attendait pas justement à cette sortie, disons, de la francophonie pour, j'allais dire, entrer dans la Commonwealth. Depuis 2008, l'enseignement, d'ailleurs, les discours officiels se font en anglais. Étonnement total de Paris. Puisque nous allons quand même essayer aussi de comprendre un peu les dessous de cette relation diplomatique voulue, de ce rétablissement voulu en premier par la France. Il faut quand même le rappeler, ça n'est pas Kigali qui menait les premiers pas, comme on le dit, c'est plutôt la France qui était en train donc de le dire. Et justement, les premières démarches ont commencé, j'allais dire au lendemain, quelques mois après le retrait, disons, de Kigali, de la Commonwealth, notamment les discours officiels ont commencé désormais à être enseignés. Est-ce que c'est sans doute la perte de terrain uniquement sur le monde, j'allais dire sur le plan de la langue,
ou il y a également d'autres motifs qui pourraient inciter davantage Paris à vouloir de ce rétablissement diplomatique entre les deux pays? Je crois que Kagame a laissé officiellement le français depuis 2000, depuis 2001-2002, quand il était arrivé au pouvoir en 2000. Enfin, il avait pris réellement la réalité du pouvoir en 2000. Il avait laissé, donc ce n'est pas ça. Qui vous souvenez que Sarkozy avait tenté un rapprochement dans le temps avec son ministre des Affaires étrangères, Bernard Kouchner, qui avait mené quelques actions. Et ce qui est grave, Sarkozy avait proposé officiellement que les richesses de la région de l'Est du Congo soient partagées entre le Rwanda et le Congo. Un véritable scandale. Il a dit publiquement, pour lui, c'était une solution pour avoir la paix. Parce qu'il était conscient de ce qui se passait avec le Rwanda. Parce que le Rwanda, c'est ça qui me choque, moi. Vous n'avez aucune richesse et vous devenez producteur du coltan. Tout le monde sait aujourd'hui que vous ne pouvez pas dire votre potable sans ce minerai, le coltan, le cobalt et tout ça, l'aéronautique. On a besoin de ça. Et le Congo en est un gisement intarissable dans le monde. On a besoin de ça. Ce qui se passe, c'est que Kagame, vous ne savez pas, est en train de perdre du terrain. Il avait été soutenu en 1990 par les Américains et les Anglais en l'occurrence, contre les Français. En fait, le Rwanda n'était pas une colonie française. C'était une colonie belge. Donc la France n'avait pas une hégémonie totale sur le Rwanda. C'est ça il faut rappeler. Mais à un moment donné, puisqu'il n'avait pas, la France n'avait pas une hégémonie totale, il est normal que Kagame ait cette facilité de s'en sortir avec l'appui constant des Américains. Aujourd'hui, ils ont compris que les choses ont changé parce que nous sommes dans une phase du processus de transmutation. Et c'est très important ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Donc certains de ces soutiens sont en train d'être dépourvus compte tenu de cette situation. S'il vous plaît, vous savez, l'obscurité ne peut pas rester devant la lumière. Et cette lumière qui éblouit, qui descend aujourd'hui sur notre planète, ne peut plus permettre certaines choses. Les choses seront dévoilées. Et Kagame ayant senti cela, c'est pas aujourd'hui que la France voudrait rétablir les relations. Il a donc, Macron aussi le sait aussi, et sait ce qui se passe dans le monde. Les rapports de force ont changé, selon vous? Absolument, a compris, parce que vous savez, le pouvoir est en train de changer. Quelque chose se passe aujourd'hui au Congo. Et les choses ne peuvent plus continuer à se passer comme avant. Parce que la France a compris que si nous ne savons pas faire, cette République démocratique du Congo risque de basculer du côté de la Russie. Parce que la Centrafrique est déjà dans la main de la Russie, qui est en train de loyer très sérieusement le Congo démocratique. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il a bien compris la situation, Moïse, à dire que la France essaie de contourner pour venir au Rwanda, pour dire, bon, écoute, nous sommes des amis, je reconnais, j'ai été responsable de ce génocide, et puis j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça, et puis on se fait amis. Et Kagame en a besoin. S'il n'en a pas besoin, il n'accepterait jamais cette main tendue de Macron. Et donc, pour ma part, ce qui se passe aujourd'hui, vous savez, je ne suis pas le seul à le dire. Il y a beaucoup d'autres chercheurs, je fais référence par exemple à Charles Onana, qui est un géopolitologue et franco-camerounais, qui a écrit 7 livres s'il vous plaît sur les Grands Lacs. Et c'est l'un des premiers, je dis des premiers chercheurs à avoir accès aux archives de l'ONU. Parce que en 1994, c'était l'ONU qui dirigeait l'aéroport de Kigali, par le colonel Luc Marshall, le Belge, qui était là. Donc, ça veut dire que l'ONU a son mot à dire. Est-ce que l'ONU est responsable? Mais l'ONU devait être responsable. La France ne peut pas être responsable sans l'ONU. L'ONU était là, les forces de l'ONU étaient là. Donc, ils ont tous été responsables, en fait. Donc, il y a une certaine documentation parce que, premièrement, vous savez que les États-Unis avaient refusé de déclassifier les archives concernant ce qui s'est passé au Rwanda. C'est en 2001, à l'arrivée de George Bush, que pour des raisons politiques, parce qu'il fallait dévouer, après il fallait montrer un peu la faiblesse de l'administration Clinton, que les archives avaient été déclassifiées. Et je vous en prie, c'était terrible ce qui s'est passé. Ensuite, la France a accepté, après, elle s'était rebuffée. Maintenant, j'espère que la France va le faire. Mais lorsque vous pénétrez ces archives-là, il y a des choses ahurissantes qui sont dedans, qui sont écrites, qui sont scientifiques. On n'invente rien. Pourquoi Paul Kagame a actionné 2 plaintes contre le journaliste politologue Charles Onana, qu'il a indexé énormément dans son livre?
Vous comprenez? Et quand il lui a intenté 2 procès, c'est-à-dire un procès personnel pour Kagame et un procès de l'État rwandais, moi, j'ai été surpris de constater que une semaine après, il retire sa plainte. Parce que l'autre s'apprêtait à prouver devant le tribunal français. Il a retiré sa plainte. Et pourquoi Jules Bruguière a mené une enquête et qui a ciblé 7 membres de l'entourage de Kagame? C'est parce que les 3 Français qui étaient dans l'avion de Julien Habyarimana, qui a été attenté, les familles avaient porté plainte pour comprendre ce qui s'est passé. Ça veut dire que la justice française n'avait pas d'autre choix. Et vous comprenez que ça embarrassait même le pouvoir français. Et qui a fini par faire admettre à ses droits à la retraite Jules Bruguière. Après, Marc Trédiviste est venu pour dire le contraire. Donc, il y a quelque chose d'ambigu. Et Charles Onana, vous savez ce qui lui est arrivé? Il a été censuré par les médias internationaux français comme France 24, comme RFI. Pourquoi? Quand ces médias vous censurent, moi, je suis sûr qu'il y a une vérité là et qu'ils ne veulent pas que cette vérité sorte parce que tout le temps, on veut nous imposer la doxa, c'est-à-dire ce que nous disent les médias internationaux officiels. D'accord. Alors, Alphonse Maurice Soulier, est-ce que finalement, quand les éléphants se battent, ce sont les aides qui pèdent? Les associations de victimes de rescapés estiment quand même qu'on parle de responsabilité, on n'a pas d'excuses. Finalement, que vont-elles faire? Est-ce qu'ils sont simplement laissés sur le carreau selon vous? Non, ils sont laissés sur le carreau. Vous voyez, c'est en cela que parfois je m'étonne. Du comportement de la France. Vous prenez par exemple l'indice de démocratie au Rwanda, il est très bas. Il est très bas. Pourtant, dans d'autres pays... Voilà. D'ailleurs, au cours de son déplacement, Macron n'a rien dit sur les droits de l'homme. L'indice de démocratie est très bas. Au niveau de la presse, le Rwanda est à un niveau très inférieur. Et l'opposition est pratiquement inexistante. Mais la France n'en parle pas. Mais si c'était d'autres pays, on aurait dit non. Ça. Depuis le sommet de la Baule, on a déjà dit la France n'apportera son soutien qu'aux pays qui respectent les principes démocratiques. Mais vous voyez, Macron s'est déplacé vers le Rwanda. Il n'en a pas fait cas. Pourtant, il y a les familles des victimes qu'on doit quand même dédommager, qu'on doit soulager moralement. Parce que voilà pourquoi les parents exigent, ces gens-là exigent les excuses. Mais le président français, il s'en fout. Donc vous voyez que quelque part, la France allait faire, comme on dit dans notre jargon, il allait faire son gommo. Parce que la France ne peut pas, j'estime que la France ne peut jamais apporter son soutien à un pays dont l'indice de la démocratie est très bas. Oui, on avait vu même la France, Nicolas Sarkozy, tapis rouge. Voilà donc c'est pourquoi je dis, cela me réconforte dans ma position comme quoi la France veut s'appuyer sur le Rwanda pour siphonner davantage les ressources du Congo démocratique. Parce que le Rwanda, qu'on le veuille ou non, n'a pas de ressources, mais le Rwanda se nourrit des ressources des pays limitrophes avec la bénédiction de la France. Donc la France, en descendant comme ça à Kigali, il y a quelque chose qui se trame, mais qui n'est pas dit. Parce que la France que nous on connaît, la France qui réclame la démocratie en Afrique, la France qui réclame des élections libres et transparentes, la France qui demande de libérer les journalistes en prison, accepte de collaborer avec le Rwanda qui a un indice de démocratie très faible, qui n'a pas d'opposition, c'est grave. Donc, je vous dis, la France n'est pas allée là-bas pour les beaux yeux de Kagame. La France n'est pas allée là-bas pour les familles des victimes. La France s'en fout de ceux qui ont été tués. La France veut faire des affaires. Et là, pour faire les affaires, il faut d'abord reconnaître ses responsabilités. Vous reconnaissez vos responsabilités, je fais les affaires avec vous. Donc, les victimes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Puisque le président, la seule personne pouvant les supporter devant la France, c'est le président Kagame. Mais le président Kagame n'en a rien dit. N'en a rien dit. Et Sarkozy aussi non plus. Les organisations internationales de droits de l'homme n'ont rien dit par rapport à cette sortie, par rapport au discours de Macron. C'est grave. Donc aujourd'hui, il y a un nouveau drame qui se prépare. Il y a un nouveau drame qui se prépare et qui va embraser l'Afrique en commençant par le Rwanda. C'est vrai que beaucoup de pays ont commencé par imiter le Rwanda, a fait la même chose. On se fout de l'indice de démocratie, on se fout de la liberté de presse. Qu'on mette les opposants en prison, ça ne dérange personne, parce qu'on estime que ces gens-là bloquent le développement. Mais pourtant, la France, dans ces pays-là, la France, elle est exigeante. Quand on fait les élections, la France est là pour dire attention, il y a fraude. Mais pourquoi au Rwanda ça ne s'est pas passé comme ça? Je crois qu'il revient à tous les pays limitrophes
le Rwanda de prendre leurs responsabilités, qu'ils se demandent, mais qu'est-ce que Sarkozy a vu? Qu'est-ce que Macron est venu chercher dans ce merdier-là? Parce qu'il y a problème. Il y a problème si vous ne pouvez pas dire la vérité à votre partenaire et que vous venez pour autre chose. Parce que moi, ce qui m'a intrigué, pourquoi la France débarque avec l'Agence française de développement? Pourquoi la France débarque avec des opérateurs économiques, une douzaine d'opérateurs économiques? Ça veut dire qu'on n'est pas venu seulement reconnaître ses responsabilités. Mais si on reconnaît les responsabilités, on doit pouvoir présenter les excuses, on doit pouvoir présenter un plan pour assister les victimes. Ouais, on est allé, le président même allé au mémorial. Il est allé faire quoi là-bas? S'il n'est pas prêt à présenter ses excuses, s'il n'est pas prêt à soulager les peines des victimes. Donc les victimes n'ont qu'à comprendre que même leur propre président se fout de leur malheur. Que la France, qui a contribué à ce que... il y a un film que tout le monde a suivi, qu'on a appelé l'hôtel Rwanda, où on a vu la responsabilité de la France. Quand vous lisez les documents, parce que la France vous protège quand un jour elle aura besoin de vous. La France garde votre secret quand un jour, parce qu'on utilise ça contre vous. Parce que quel intérêt quand Kagame est parti? Pourquoi la France tient à ramener? Parce que le sous-sol rwandais n'a rien qui puisse attirer la France. C'est ça, le sous-sol rwandais n'a rien qui puisse attirer la France. Mais pourquoi aujourd'hui la France tient à collaborer avec le Rwanda? C'était Macron qui a invité Kagame à l'Élysée en 2017. Je n'ai jamais vu ça. On invite, pourquoi? C'est là qu'on a lancé les Jeux. Sarkozy l'avait invité aussi. En 2018, ils se sont retrouvés aux États-Unis, les négociations en cours. Si la France insiste comme ça à collaborer avec Kagame, c'est que forcément, il y a quelque chose qui n'est pas dit. Que redoutait la France, Alpha Moïse-Soudé, en esquivant, en ne parlant pas de complicité? Est-ce que c'est s'engager peut-être dans des réparations, se voir peut-être condamner différents responsables ou exiger des choses? Parce qu'on a bien l'impression, en tout cas à travers le propos, que ce mot responsabilité a été un thème choisi peut-être pour esquiver quelque chose. Oui, si la France présentait les excuses, on va lui exiger dommages et réparations. Et la France n'en veut pas. Parce que ça va lui coûter cher. Le Rwanda pourrait utiliser ça comme arme de chantage pour dire si vous voulez vraiment que je collabore avec vous, vous devez écouter ça. Mais malheureusement, les deux se sont entendus. Parce que Macron, peut ne pas le dire, mais le président rwandais se devait de le rappeler. Parce qu'il le sait très bien. Il connaît le nombre de victimes. Il sait réellement ce qui s'est passé. Mais lui, nous sommes dans un jeu d'intérêt. Parce que c'est grave, hein? Les Rwandais, c'est vrai qu'aujourd'hui, n'ont pas la possibilité de se révolter. Mais vous savez que les rébellions peuvent naître des pays limitrophes. Parce que si à un moment donné, vous refusez de faire la volonté de votre peuple, si à un moment donné, vous piétinez votre peuple, les gens sont décédés, les gens ont perdu leurs parents. Il y a des gens qui ont gardé les séquelles. Mais le pays responsable reconnaît sa responsabilité et ça s'arrête là. Et vous, qui l'avez écouté, vous n'en dites rien. Ça veut dire que, bon, on veut ranger rapidement dans les archives de l'histoire ce qui s'est passé au Rwanda. Emile Guérin, sur la question même de responsabilité, est-ce qu'elle redoutait quelque chose que voulait échapper, disons, à peut-être un fait, à une conséquence, en parlant uniquement que de responsabilité et en esquivant peut-être, en refusant de présenter des excuses? Un discours, il faut quand même le rappeler, accepté aussi par Kigali, qui estimait que c'était des mots plus forts que si la France présentait des excuses. Mais c'est là que se situe toute la supercherie, parce que Kagame a longtemps critiqué vertement la France d'être responsable, d'être complice du génocide. Et c'est un mot très fort, le génocide. Il faut rappeler, le génocide, c'est une planification. Au préalable, il faut avoir planifié l'extermination d'un groupe ethnique pour des raisons racistes ou pour de la pure folie, comme Hitler, par rapport aux Juifs. Je suis souvent choqué lorsqu'on compare les deux, ce qui s'est passé avec les Juifs au cours de la Deuxième Guerre mondiale et ce qui s'est passé avec les Tutsis. Les Tutsis étaient à la conquête de pouvoir par rapport aux Hutus. Les Juifs ne voulaient pas de pouvoir. En fait, c'était pas ça. Il y a un homme qui, dans sa folie, voulait exterminer toute une race. Ce n'est pas la même chose. Pas que je suis négationniste, attention, parce que je sais que les gens me traitent de négationniste. Je ne nie pas le génocide rwandais. C'est du ça que les questions. Mais est-ce que la France a planifié? C'est ça. Pour parler de complicité, il fallut que la France planifie correctement le génocide, comme on a semblé nous faire croire par rapport à Juvenal Habyarimana. Ce que je ne pense pas. Peut-être comme le rapport de l'ONU le prouve, le montre, les extrémistes
aux Hutus l'aurait peut-être qualifié à l'insu de Juvenal Habyarimana. Mais de toutes les manières, ce qui est le jeu, vous savez qu'il y a eu un tribunal. Du jour au lendemain, quand même. Je suis d'accord. Ce n'est pas aujourd'hui l'affrontement Hutu et Tutsi, ce n'est pas de 90 que ça a commencé. Je vous ai dit tout à l'heure que Paul Kagame était issu de cette branche qui vivait exilée, qui vivait en Ouganda. Je serais d'accord avec vous quand vous dites qu'on a planifié. Parce que quand vous suivez un peu l'histoire de Radio de 1000 collines, ouais, la radio, quand ça a été installé, c'était pas directement ça. Mais on a proposé un programme alléchant aux gens qui ont suivi. Mais après, on a profité de cette radio-là pour envenimer la crise. Donc je dis, je suis d'accord avec vous quand vous parlez de planifier, parce que cette radio-là était installée pour ça. On a vu dans la suite. Parce qu'il y avait une aile autour de Juvenal Habyarimana qui n'était pas du tout pour accepter tel qu'il voulait les Rwandais. Donc, tout le monde traitait, dans les rapports de l'ONU, le Juvenal Habyarimana était traité comme un Hutu modéré. Et donc, les Hutus modérés et les Tutsis étaient dans le même panier, ont subi pratiquement le même sort. Ce qui est sûr, vous savez qu'après, il y a eu le tribunal pénal international du Rwanda qui a été mis sur pied. Et je me rappelle, le premier était le procureur Louise Arbour, une Canadienne, qui a été mis de côté à un moment donné. Parce quand elle a eu accès aux archives, les accusés, donc les Hutus, les génocidaires, eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui ont demandé d'aller en profondeur des enquêtes. C'est bizarre, non? Que des accusés demandent à ce qu'on fasse de l'enquête sur l'assassinat de Juvenal Habyarimana. Parce que c'est surtout les Hutus extrémistes qui ont été accusés d'avoir attenté à la vie de leur président. On est d'accord. Mais ils demandent aller vérifier, aller faire les enquêtes. Or, lorsque vous prenez le terrain militaire au Rwanda à l'époque, l'armée rwandaise avait des avions de combat. La rébellion de Kagame n'en avait pas. Qui avait intérêt à avoir des missiles, en fait? C'était ceux qui voulaient détruire des avions. La rébellion de Kagame n'avait aucun avion de combat. Mais l'armée rwandaise en avait. Donc, ceux qui pouvaient avoir des missiles, c'était les rebelles. Et c'est normal. Et Kagame l'a dit officiellement, publiquement, lorsque on lui a posé la question par rapport à l'assassinat. Il dit, mais nous sommes en combat que c'est possible, ça pouvait arriver à tout moment. Il a dit publiquement. Et personne ne dit rien. On n'en parle même pas. Après Louis Arbour, il y a eu Kara Del Ponte, qui a été mis hors circuit. Pourquoi? Ce ne sont pas quand même des Hutus, s'il vous plaît. Et il y a des Tutsis, vous l'avez dit tout à l'heure, qui sont en prison. Des Tutsis proches chef d'état-major, l'ancien chef d'état-major de Kagame, a été assassiné en Afrique du Sud. Et ça, personne ne dit rien. Qui était au front avec lui, dans l'armée patriotique rwandaise, qui a, quand il a compris la supercherie qui se faisait, le mensonge qui était de tout ça, il a commencé par parler, on l'a assassiné. Des Tutsis sont en prison. Des femmes Tutsis qui ont voulu faire la politique, dit autre chose que Kagame, sont en prison aujourd'hui au Rwanda. Et personne ne dit rien. On nous arbore le Rwanda comme le pays le plus magnifique. Mais vous savez quoi? L'homme est d'essence libre. Dieu nous a créés avec le libre arbitre. Quelle que soit la richesse que vous donnez à quelqu'un, lorsque vous comprimez sa liberté, l'homme n'est jamais satisfait, parce que la liberté fait partie intégrante de son être entier, de sa vie, de chair, de sang et d'esprit. C'est ça la liberté de parler, la liberté de s'exprimer. Quelqu'un peut se suffire de sa pâte recyclée en tant qu'Africain, et tant qu'il est libre, il est à l'aise. Vous pensez que les gens qui vivent au village nous envient, mais pas du tout. C'est ça. Donc vous ne pouvez pas vouloir développer une nation en agissant comme ça, en brisant la peur, comme nous le savons tous. Et c'est dans les rapports de l'ONU. Le MSF a conclu que... Oui, et Médecins sans frontières a conclu qu'autant il y a eu des massacres contre les Tutsis, il y en a eu de l'autre côté aussi. Mais la différence, pourquoi on parle de génocisme des Tutsis, c'est parce que là, au moins, il y a une planification pour exterminer les Tutsis. À partir du moment où il y a une planification, on peut parler de génocide. Donc la France était joué un jeu dangereux. Et là, je vous dis, ce que Macron a fait, il va le payer très cher en France. Parce qu'il y a une grande frange française qui n'est pas d'accord. Les militaires français ne sont pas d'accord avec ça. Oui, donc, parce que reconnaître une responsabilité dans le génocide,
d'autres voix vont se lever pour demander à la France de reconnaître son entière. Et c'est justement à ce niveau que j'allais poser la question. Est-ce que quand Kagame estime, par exemple, que c'est plus fort que des excuses, est-ce que vous pensez que c'est peut-être une étape pour lui et que, sait-on jamais, au cours des jours prochains, on peut davantage aller? Parce qu'il estime quand même que de Sarkozy peut-être à Macron, il y a eu une certaine évolution et que quand on dit peut-être responsabilité, après, peut-être c'est plus facile, c'est pas d'aller peut-être à complicité ou de réclamer quelque chose. Non, vous savez, oui, c'est possible, hein, parce que Emile l'a rappelé, Macron a des difficultés en France. Sa réélection va lui poser problème. Et ça fera plaisir à Kagame qui s'en aille, et notre président viendra, c'est-à-dire qu'on reprend les négociations. Et l'autre a reconnu la responsabilité. Alors, il vous dira à son successeur, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut débrousser les moyens pour régler les choses. Donc, c'est peut-être de façon échelonnée qu'on y va, parce qu'il ne peut pas mettre tous ses œufs dans un même panier. Il a d'abord... La première étape est franchie, c'est l'étape la plus importante. Il faut reconnaître qu'on est responsable. Il faut reconnaître qu'on a mis des moyens à disposition pour l'extermination d'une race. Il faut reconnaître qu'on a participé dans l'ombre. Et il faut reconnaître, parce que reconnaître cette responsabilité veut dire qu'on a un intérêt à ce qu'une partie soit exterminée. Si je n'ai pas intérêt à ce que les Tutsis soient écrasés, pourquoi je vais mettre des moyens à disposition? Pourquoi aujourd'hui? Parce qu'en France, il y a beaucoup de Rwandais qui sont réfugiés là-bas, qui sont protégés par les droits de l'homme. Et quand le président il aura des difficultés. Mais pourquoi vous êtes allé dire ça et vous n'êtes pas allé au bout de la pensée? Parce que, bon, le président Kagame s'est contenté de dire on reconnaît la responsabilité, mais c'est dangereux. Ça ne s'arrête pas là. Parce que si vous vous arrêtez là, et la suite, parce que les gens réclament, dommage. Il n'y a que des gens ont perdu leur bien. Il n'y a que des familles entières ont été exterminées. Et quand on parle il faut des dommages et intérêts. C'est vrai que le président rwandais, ce qui l'intéresse, c'est que son pays soit un modèle. Tout le monde peut être en prison. Il s'en fout. Il s'en fout. La presse peut ne pas exister chez lui. Il s'en fout. Mais qu'on montre du doigt que le Rwanda est un exemple. Donc, tout ce qui tend vers la restauration des libertés, tout ce qui tend vers qu'on appelle la reconnaissance qu'on appelle des droits des autres ne l'intéresse pas. Parce que c'est ça politique. Parce que les victimes, ils ont des droits. Ils ont des droits, mais le président rwandais, il s'en fout de vos droits. Il s'en fout de vos droits, mais il sait que vous avez des devoirs. Donc, par rapport à ça, il n'est pas gêné. Il n'est pas gêné, je dis. La suite, parce que c'est tellement qu'il a d'autres idées derrière la tête, parce que c'est trop facile de reconnaître ça. Il va planifier sur des années, parce qu'il est capable de laisser les Français s'installer pour faire les affaires en se reposant sur le Rwanda, mais pour leur permettre de continuer, il va exiger des choses, notamment le dédommagement des victimes. C'est stratégique selon vous, cette réponse de Kagame à Macron, quand il dit il reconnaît les responsabilités, c'est même plus fort que des excuses. Mais c'est ça qui, je viens de le dire, c'est ça qui prouve la supercherie. Il a dit, il y a des civils, des victimes qui réclament encore réparation, qui estiment que leur président ne peut pas accepter de place de reconnaissance de la responsabilité. Et je dis, il n'y a pas que la France dans ce jeu. Ceux qui ont participé, il faut qu'ils parlent. Les États-Unis, les Anglais, les Belges, on peut faire quoi? Ils n'ont qu'à nous dire maintenant. Maintenant, écoutez, Kagame, il s'en fout. Que la France même reconnaisse ses excuses, il s'en fout. Pourquoi la France n'a pas reconnu sa responsabilité ou sa culpabilité dans la colonisation? Et il a mis tant de temps à reconnaître que l'esclavagisme était un crime contre l'humanité. Mais c'est ça. Et elle coupe pour aller dire je suis responsable au Rwanda. Mais non. Vous allez voir, Macron ne sait plus à quel jeu il joue. Vous allez constater cette dernière sortie médiatique, il patauge, il ne sait plus ce qu'il dit. Quand il dit au Mali, je vais retirer ma force Barkhane, c'est du bluff, il ne peut pas le faire. Quand il dit qu'il ne peut pas cautionner un régime qui n'a plus de base démocratique, alors qu'il l'a fait au Tchad, vous pensez que celui-là, il a encore... attendez, il soutient Kagame. Il soutient Kagame, vous voyez, et il n'a pas parlé des droits humains à Kagame. Et c'est ça, quand Biden dit « nous n'allons pas permettre à la Russie de violer les droits humains », on ne dit rien qu'à Kagame qui en fait tous les jours. Vous voyez, il y a 2 poids, 2 mesures dans la géopolitique, dans la géostratégie. Moi, je pense que ce qui se passe, ils l'ont perçu.
À l'heure actuelle, j'essaie de consulter des archives. Le Rwanda aujourd'hui a plus de 12 millions d'habitants. Et grand chose n'a pas bougé au niveau de la population tutsi qui est à 16%. Les Touaregs, toujours 1%, et donc les 83%, c'est les Hutus. Et aujourd'hui, nous avions une jeunesse de plus en plus ouverte vers le monde. Une jeunesse Internet, une jeunesse qui s'instruit, qui veut comprendre. Vous avez dit le taux de scolarisation est élevé aujourd'hui au Rwanda. Ils ont peur de cette jeunesse-là, qui n'a connu depuis 27 ans que Kagame. Que va-t-il se passer? Je vous ai dit que nous allons assister dans les mois, dans les années à venir, à la sortie des militaires pour rétablir les choses. Ça se passe partout dans le monde. Et comme partout, il n'y a pas une zone dans le monde entier aujourd'hui où il n'y a pas de conflit, ils se disent, cette puissance se dit, la France dit, bon, je profite, parce que les États-Unis, qu'est-ce qu'ils font cette puissance? Je vais expliquer brièvement. Lorsqu'ils vous êtes leur pignon, ils vous utilisent. Et qu'à un moment donné, ils trouvent que la population risque de se réveiller, de se relever contre vous, ils vous dégagent, comme Mobutu. À un moment donné, les États-Unis ne voulaient plus de Mobutu depuis 1992. Ça avait été décidé, pensé par avec Herman Cohen, le secrétaire d'État à l'époque. Donc voilà un peu ce qui se passe. Et Kagame, à leurs yeux, aux yeux de ceux-là, est fatigué. Il a fait trop de temps. Ça peut conduire à des choses auxquelles ils ne s'attendent pas. Donc il faut vite lui demander de passer la main. Alors qu'avec la révision que ce qu'il a faite, il peut rester jusqu'en 2034. Ça pose un problème aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que lui, il a fait? Il faut qu'il va rapidement s'allier avec le colon le plus espiègle, le plus malin, le plus rusé qu'est la France. Et quand vous l'avez dit, quand la France vient dire « je suis responsable », quelque chose se cache derrière. Quand attends. Oui, mais est-ce qu'on peut l'accuser quand elle dit, par exemple, je suis responsable, que celui à qui le discours est prononcé dit, oh, j'accepte. Mais c'est ça, c'est au détriment. Ça n'arrange pas le peuple rwandais. Pourquoi? C'est parce que quand vous allez piller, selon l'ONU, hein, quand vous allez piller les richesses du Congo pour vous développer, ça pose problème. La force turquoise, il faut qu'on en parle. Elle était venue pour faire quoi? Normalement, c'était une force de l'ONU, de l'ONU. Mais les États-Unis ont refusé d'y participer. L'Angleterre veut d'y participer. Et ils ne contournent pas des organisations, des ONG, pour venir s'installer, armés, et participer à ce qui s'est passé. Parce que juste après l'attentat contre Juvénal à Biarimana, pourquoi l'accord d'Arusha n'a pas été appliqué? Si l'accord d'Arusha avait été appliqué, on n'en serait pas là aujourd'hui. Emile Guérin, quelle solution pour les victimes aujourd'hui, selon vous? Mais les victimes, qui va les dédommager? C'est les Hutus, la population s'est déchirée. Il y a eu un génocide terrible. À la fois en Belgique et aussi en France. Oui, mais c'est ce que je suis en train de dire par rapport à ceci. Il n'y a que l'État rwandais qui a fait quelque chose et qui puisse faire quelque chose. Parce que vous n'allez pas demander en toute honnêteté. Le président dit, moi ça me suffit, juste reconnaître la responsabilité. Oui, mais c'est pas la France. La France n'a pas planifié le génocide. Il faut qu'on dise la vérité. Si la France l'a fait, je le dirais clairement ici. Ouais. Mais selon mes enquêtes à moi, la France n'a pas planifié. Oui, le rapport même de la France dit elle est responsable. D'accord, mais pas planifié le génocide. Oui, mais quelque part, elle a quelque chose à dire dedans. Donc, on peut toujours l'interpeller pour dire ce que tu as pu commettre là, essaie également de corriger. Non, la France dit, nous avions apporté notre soutien à un régime qui, a été coupable de ce génocide. On n'avait pas vu les choses, certainement. Donc, peut-être pas par naïveté, peut-être, mais quand j'ai écouté les responsables, qui géraient à l'époque, ils ont dit non, pas question. Donc Macron sait pourquoi il fait ça aujourd'hui. C'est pas parce que, vous savez, Macron a envie juste d'attirer l'attention. Macron a envie juste d'attirer une certaine sympathie du peuple africain. Parce que quand elle aurait dit, nous reconnaissons notre responsabilité, bon, on va dire, voilà, bienvenue papa, il a reconnu avoir fait ça. Mais c'est fou, c'est pipeau. Je dis, il n'y a pas que la France. Pourquoi on ne parle pas des États-Unis? Pourquoi on ne parle pas des Anglais, mais surtout les États-Unis? Tout le monde sait que ce sont les États-Unis qui soutiennent Kagame. Quand les États-Unis passent quelque part, on ne dit rien, silence radio. C'est ça. Donc il faut que tous ceux qui sont impliqués demandent, vous pouvez oser, Kagame peut dire aux États-Unis de venir dire responsabilité. Il sait qu'il ne peut pas.
Alphonse Moïse Soudé, aujourd'hui, les victimes semblent être, j'allais dire, soumises et remises à elles-mêmes pour essayer donc un peu de se débrouiller. Parce que visiblement, même le président dit c'est un discours qui est satisfaisant, ça me plaît comme ça déjà. Mais finalement, est-ce que cette visite de Macron, selon vous, vient totalement mettre fin à ces bruits ou bien on a forcément un goût d'inachevé? Non, ça c'est un rebondissement. Ce que je crains, il ne faut pas que Kagame soit ratifié comme Idriss Déby. Il ne faut pas que Kagame soit ratifié comme Idriss Déby, parce que vous apportez... Rectifier, vous parlez de quoi? Vous voulez parler de quoi? Mais assassiner comme on a fait pour Idriss Déby quand vous commencez. Parce que le problème, c'est quoi? Jusqu'à présent, pas de thèse officielle, en tout cas, sur le décès de Déby. Bon, il y a plusieurs thèses qui s'y... Vous savez, quand vous venez soutenir un État, un régime liberticide, alors qu'il y avait 7 ans, il y a des gens qui ont déjà 27 ans. Ils peuvent être tout aussi, mais quand ils ne se retrouvent plus dans la gestion de Kagame, et que vous, la France, la même patrie, vous venez dire ça, c'est grave. Les gens peuvent se lancer dans la rébellion. Il y a des pays limitrophes où on peut les armer pour déstabiliser le régime. Parce que quand la France vient, vous allez voir dans les jours à venir, la France va apporter son soutien militaire davantage au Rwanda pour lutter contre les rebelles, pour mieux piller le Congo. Et quand ça se passe comme ça, le peuple ne se retrouve plus aujourd'hui. La France qui devait... Le peuple rwandais avait ses regards tournés vers la France pour le soutenir dans le drame, c'est-à-dire que la restriction des libertés, la mise en prison des opposants, bon... La clarification sur l'assassinat. Maintenant, aujourd'hui, on n'en parle même pas. On ne parle pas des droits de l'homme. Et quand ça va se passer comme ça, c'est que des rébellions vont... Parce qu'il y a des enfants, depuis qu'ils sont nés, n'entendent qu'un seul nom, Paul Kagame. Mais un jour, ils vont vouloir se venger. Parce que quand vous balayez du revers de la main tout ce qu'ils ont vécu, on n'a pas parlé des victimes. On n'a pas parlé de ceux qui ont été tués. Ceux-là, ils ont de la descendance. Ces descendants-là peuvent se retrouver, s'armer, parce que, vous savez, quand vous avez ils ont des parents qui sont en France, qui peuvent mobiliser les moyens et leur fournir des armes. Et là, ils vont mettre en difficulté le régime de Kagame. Et la France a la manie de changer rapidement de camp. Quand vous ne garantissez plus les intérêts de la France, encore que Kagame n'a aucun intérêt à garantir, ce n'est pas de servir de base arrière à la France pour mieux piller le Congo. Sinon, le sous-sol rwandais n'a rien qui puisse attirer la France. Donc il faut comprendre que c'est encore un autre drame qu'on prépare. Vous ne pouvez pas coopérer avec un pays qui n'a rien à vous donner. Rien. Le sous-sol rwandais n'a rien. Mais pourtant, on va passer. Vous savez, en temps, le président nigérien, le président français était venu au Niger parce qu'il a fait un tour au Bénin, il est passé par le port pour permettre à l'uranium et de la France qui va quitter le Niger passer par le Bénin. Donc la France ne fait rien gratuitement. Et je crois que les Rwandais, ils sont en train de se rendre compte que celui qui est là, en réalité, n'est pas là pour le peuple. Il est là pour arranger son image à l'international. Les gens peuvent être en train de mourir à l'intérieur, s'en fout. Et je crois que cette rébellion-là viendra de l'intérieur avec l'appui des Rwandais qui sont à l'extérieur. Parce que si eux réclament justice et réparation, mais la France vient et se contente d'un bout de phrase que le président rwandais a acquiescé. Il n'a même pas discuté. Il trouve que c'est hautement fort. Ça veut dire qu'il y a un problème. On est en train de faire un deal sur le dos du peuple. On est en train de converser sur le dos du peuple. Je dis, il est temps que les peuples africains comprennent que la plupart des dirigeants que nous plaçons à la tête de nos États, quand ils viennent, c'est qu'ils nous font miroiter de bonnes choses. Mais quand ils ont le pouvoir en main, la première des choses, c'est de nous obliger à nous taire. C'est de nous ligoter pour que le peu de richesses que nous avons, qu'on puisse les emporter. Et quand la mère patrie, en griffe, la France, le colon de tout le temps, comprend que bon, c'est le président qui est là, garantit mes intérêts, la France lui apporte son soutien. Mais malheureusement, quand l'heure de Dieu arrive, quand l'heure décide que la France vous abandonne, on va vous rectifier. Et aussi, vous regardez l'histoire de l'Afrique, beaucoup de présidents qui, à un moment donné, ne garantissaient plus les intérêts de la France, ils ont été rectifiés. Et je crois que Kagame devrait penser, si le Tchad, ouais, ce qui se passe au Tchad, on a dit, bon, on ne peut pas comprendre. Ouais, ce qui se passe au Mali, pourtant la France, elle est maîtresse partout. Mais aujourd'hui, elle est en train de perdre du terrain. Il faut que les Africains reprennent en main leur destin. Parce que la France ne nous aime pas.
la France aime nos ressources, mais ne nous aime pas. La France a déjà dit un pays n'a que des intérêts, pas mais il faudrait que les Africains comprennent ce discours-là pour dire, mais cette France-là, qu'est-ce qu'elle nous veut? Nous tuer tous et venir installer les Français en Afrique? Parce que je ne peux pas comprendre que on condamne certains pays pour avoir mal organisé des élections. On condamne certains pays pour avoir restreint les libertés. On condamne certains pays de ne pas avoir un indice de démocratie élevé, mais au même moment, on va soutenir un dictateur, on va soutenir un président africain qui brime son peuple, et on arrive là, on ne parle même pas des droits de l'homme. Tout le monde sait que la France, quelque part, quand elle arrive, son premier discours, c'est le respect des droits de l'homme. Il faut permettre au peuple de s'exprimer. Mais on va au Rwanda, on n'en dit rien. Ça veut dire qu'on est en train de demander aux Rwandais de former une rébellion pour dégager votre président. Emile Guérin, ce discours d'Emmanuel Macron, pour vous, fin de la brouille, peut-être un discours goût d'inachevé? Non, fin de la brouille. Les méchants vont s'entendre. Oui, définitivement. Parce que les victimes qui sont là, qui boudent toujours. Hein? Mais ce ne sont pas les victimes qui sont au pouvoir. C'est Paul Kagame qui est au pouvoir. C'est Paul Kagame qui est au pouvoir et qui a accepté, qui a béni, qui a donné son option au discours de Macron. Donc, plus rien. Il n'y aura plus rien. Les victimes n'ont pas de mots. Et cette situation au Rwanda n'est pas que ethnique. Il y a des Tutsis qui sont en prison. Il suffit de dire un mot contre le mode de gouvernance de Kagame, vous êtes en prison, vous êtes exilé ou vous êtes purement assassiné dans votre hôtel ou dans votre chambre. C'est ce qui se passe, c'est la réalité au Congo. Alors, au Rwanda, la question est de demander aux Africains, voulons-nous un État comme il est un modèle qui va voler son voisin, vient développer un tant soit peu son pays et qui tue sa population, qui empêche... Un État policier. Voilà, le terroriste même. Parce que vous, terroriste, il y a aussi le terrorisme d'État. Beaucoup n'en parlent pas. Le terrorisme d'État existe. Vous savez, le Rwanda a été pour quelque chose dans le basculement du Burundi vers la Russie par l'ancien président Pierre Nkurunziza, paix à son âme. Parce qu'à un moment donné, le Rwanda était une menace pour le Burundi. Et il n'avait pas de choix que d'aller vers la Russie. Quand il a pris le pouvoir en 1994, en juillet 1994, il y a eu bruit tout de suite entre le Kagame et l'Ouganda qui l'a soutenu. Parce que les accords qui étaient entre eux lui permettent que ce que tu vas voler au Congo, à l'est du Congo, je puisse avoir mon mot à dire ma part. Quand ils ont aidé, le partage du butin. Quand ils ont aidé Kabila à prendre le pouvoir, c'est à cause de cette situation. Vous avez vu le nombre de rébellions qui étaient venues du Rwanda pour combattre Kabila père. C'est ça. Ça veut dire que les accords, quand Kabila est venu au pouvoir, il dit, ah, attention, c'est quand même, c'est un souverainiste, lui. C'est quand même les richesses du Congo. On ne peut pas les piller comme ça. Parce que l'aéroport de Goma, qui a évité de justesse ce volcan, qui a d'autres connotations beaucoup spirituelles. Hein. On ne va pas en parler aujourd'hui, parce que c'est ça. Beaucoup de choses se passent, je vous ai dit. Et donc, cet aéroport sert de base de trafic des minières du Rwanda, l'aéroport de Goma. C'est pourquoi Goma n'a jamais réellement été comme ça contrôlé par l'État congolais. Il y a toujours problème là pour permettre à tous les trafics de se faire sur le dos. Et armé, aujourd'hui, il y a le djihadisme qui sévit là. Et vous savez quoi? J'ai été curieux de savoir que Kagame n'était pas content de l'état d'urgence décrété par Félix Tshisekedi dans l'est du Congo, à Goma. Pourquoi? En quoi ça le gêne? Pourquoi il ne participe pas alors qu'il a envoyé $1 million dans la lutte anti-djihadiste au Mali? S'il vous plaît. De l'espèce. Le Rwanda envoie de l'espèce. Il a de l'espèce. Il produit quoi? Il n'y a que les terres agricoles fertiles au Rwanda. À part ça, plus rien. Et au niveau de l'agriculture. Et quand vous voyez la France qui efface les dettes du Soudan, ça vous dit quelque chose? C'est bizarre, non? Ben voilà. Non, vous savez, la France, parce que je sais qu'en RDC, il y a des entreprises chinoises qui se sont installées en RDC au détriment de la France. Évidemment. Et la France n'aime pas ça. La France, parce que la France est en train d'être détrônée par la Chine. Et là, on peut passer par Kagame
pour détruire davantage la RDC. Donc que les Africains comprennent que personne ne nous aime, personne ne nous aime, ils n'aiment que nos intérêts. Merci à vous, Alphonse Moïse Soudé. Vous êtes journaliste, analyste politique. Vous étiez en face de Emile Guérin, lui qui est consultant en communication et gestion de crise. On parlait de cette visite d'Emmanuel Macron au Rwanda, notamment ce discours. Est-ce la fin totale de la brouille ou un discours goût d'inachevé? Vous aurez donc compris, mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette émission. Merci, au revoir.